Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette 15e édition déjà des Engage Calls citoyens avec une invitée de marque, Cécile Wendling, prospectiviste. Je vous rappelle que cet Engage Call se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, je discuterai et nous discuterons, même plus, nous échangerons avec Cécile Wendling. Donc, et puis après, on se retrouvera pour un temps d'intelligence un peu spécial cette fois-ci, une sorte d'atelier d'expérimentation de la prospective autour d'un thème qui nous est cher chez Engage, qui est le thème de nos prochains défis citoyens, qui sera sur l'information et la démocratie. Et puis, eh bien, on essaiera d'imaginer comment nous nous informerons en 2050. Eh bien, je suis ravi de t'accueillir, Cécile Wendling, à cette 15e édition des Engage Calls citoyens. Et je vais tout de suite commencer, d'une part, par te dire bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour à tous. Par te poser une première question assez simple. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours? Tout à fait. Donc, je m'appelle Cécile Wendling et je suis donc ce qu'on appelle une prospectiviste, c'est-à-dire que mon métier consiste à anticiper, imaginer ce que l'avenir pourrait être. Et j'ai été pendant un peu plus de 5 ans directrice de la prospective pour le groupe AXA. Et maintenant, je m'occupe toujours au sein d'AXA des questions de stratégie de sécurité et d'anticipation de la menace, en fait. Donc, je garde cette dimension d'anticipation, mais vraiment plus sur les aspects cyberattaques, évolution du Covid, enfin, tous les aspects plus menaces. Et en un mot, sur mon parcours, Oui. J'ai fait une thèse en sciences politiques et sociales sur justement l'anticipation des risques et des menaces, et en travaillant au centre de crise de la Commission européenne. En fait, c'était après le 11 septembre, et comment est-ce qu'on pouvait mieux prévoir des catastrophes naturelles ou des attentats. Et puis après, j'ai eu un passage par le ministère de la Défense, par un think tank de prospective qui s'appelle Futurible, et puis par AXA. Voilà. Voilà, très beau parcours, parcours très complet qui t'a mené à la fois à travailler dans la sphère publique et dans la sphère privée, en quelque sorte. Exactement, avec le fil rouge toujours des risques, des menaces, qu'elles soient matérielles, immatérielles, voilà, tout type j'allais dire, de risques. Alors, on va commencer aussi, en rentrant dans le vif du sujet, par une question. D'ailleurs, je crois que les internautes commencent déjà à nous poser des questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est la prospective exactement? Quand est-ce apparu? Où en premier? Est-ce qu'il y a plusieurs écoles de prospective? Alors, la prospective, déjà, c'est le geste de se projeter dans le temps long a toujours existé, évidemment avec des approches très différentes depuis les approches à Delphes où les Grecs allaient voir la Pythie pour savoir ce qui allait arriver, jusqu'à des approches beaucoup plus rationnelles. Mais on va dire que le début de l'institution prospective, ça vient plutôt des États-Unis, juste après la crise de 29, et de se dire quel type de grand projet, quel type de vision on pourrait avoir pour se sortir de là. Et ça a été la naissance d'une entité, Research and Development, qui était au sein du ministère de la Défense, qui a fait des exercices de prospective, qui a donné l'idée d'aller en espace, en fait. Donc, ça a été la NASA. Et maintenant, le think tank RAND existe toujours, même s'il n'est plus au sein du ministère de la Défense. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, on va dire que ces approches sont arrivées en Europe parce qu'il fallait tout reconstruire à l'issue de la guerre. Et donc, il y a eu, par exemple, en France, le commissariat au plan pour se dire comment est-ce qu'on peut se voir dans les prochaines années. Et puis, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a différentes écoles de prospective. Donc, je dirais qu'il y a une école française qui est très bien présente, très ancrée et bien représentée aussi dans la francophonie, qui consiste pour beaucoup à écrire des scénarios en analysant plein de variables qui vont impacter ce scénario. Par exemple, si on veut faire des scénarios sur, je ne sais pas, l'avenir de la démographie en France, on pourrait avoir des variables sur le désir d'enfant, l'évolution de la fécondité, mais également les revenus, les tailles de logement, vous voyez, ce genre de choses. La méthode américaine ressemble à ça, mais c'est souvent sur 2 grandes variables qui sont priorisées. Donc ça, on va dire que c'est des prospectives exploratoires. Donc on explore quel serait l'avenir de l'utilisation de l'espace. On va explorer quelles sont toutes les variables qui vont impacter comment on va aller dans l'espace, par exemple, demain. Il y a aussi une autre école qui est plus se projeter dans quel futur on désire, quel futur on souhaite, ou au contraire, quel futur on ne veut pas voir arriver.
C'est vraiment un travail, cette fois-ci aspirationnel, qui est souvent très participatif, d'impliquer des gens en disant, voilà, quel est l'avenir que vous avez envie collectivement d'écrire dans votre organisation, dans votre association, dans votre entreprise. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que de plus en plus, on voit arriver des liens avec des artistes, des designers et l'apport de la science-fiction également. Récemment, par exemple, le ministère des Armées a fait intervenir un groupe d'auteurs de science-fiction pour penser l'avenir de la conflictualité à horizon 2060. Et l'idée est de dire que ces personnes peuvent complètement penser, comme diraient les Anglais, out of the box, donc complètement des choses très disruptives, et après reboucler avec des chercheurs, quelqu'un qui est vraiment expert de cette question et qui peut dire à quel point ça serait possible en fait. Et puis après reboucler, par exemple, dans ce cas-là, avec des militaires pour définir qu'est-ce que ça implique pour eux. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de voir que la prospective est de plus en plus participative, inclusive, elle est de plus en plus répandue et institutionnalisée aussi bien dans des villes, dans des entreprises, dans des associations, et elle est aussi de plus en plus enseignée, parce qu'on a des cours de prospective maintenant, même à Sciences Po Paris, à Polytechnique ou autre. Ouais. Voilà, au CNAM, exactement. Ouais. Est-ce que, en fait, si je résume rapidement, Cécile, tu ne m'en voudras pas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prospective experte d'un côté, une prospective participative, et qu'il y a deux écoles, et on peut peut-être jouer avec ces deux écoles-là? Alors, je dirais, c'est pas vraiment deux écoles parce on croise forcément les deux, Voilà. mais on peut mettre le curseur plus d'un côté ou de l'autre. Donc, un premier curseur sur lequel vous pouvez jouer, effectivement, c'est le cercle qui va constituer le cœur de l'étude. À quel point c'est un petit cercle qui va travailler ou un grand cercle. Un autre élément, c'est est-ce que cette étude prospective va être très confidentielle, très stratégique, donc on ne va pas la partager. Au contraire, on veut absolument communiquer sur cette vision de l'avenir parce qu'on veut emporter les gens dans cette vision, conquérir les cœurs et qu'ils aient envie de ce futur. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, la prospective, elle peut être faite également sur différentes temporalités. Vous avez des prospectives à 5 ans, à 10 ans, à 100 ans. Donc, ce n'est pas les mêmes outils, pas les mêmes méthodes selon l'horizon temporel que vous vous donnez. Donc, c'est très important de maîtriser les outils, les méthodes. Donc, j'ai évoqué, par exemple, une des méthodes qui est celle dite des scénarios, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, après, on adapte sa méthode à la question que l'on se pose et aux besoins. Voilà. Évidemment, il y a une question qui nous brûle probablement à tous les lèvres. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu réponds progressivement à toutes les questions qui apparaissent dans le chat. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais il y en a une qui me brûle les lèvres, c'est dire qu'on a du mal à se projeter honnêtement à 2 jours, bon, sans être trop caricatural, à 1 semaine, à 1 mois. Alors, est-ce qu'il est quand même possible, en ces temps d'absolue incertitude, de continuer à faire de la prospective? Est-ce que l'on en a véritablement? Est-ce que l'on a encore plus besoin? Voilà. Alors, au tout début du Covid, on a pu lire beaucoup de publications qui disaient, bon, bah, prospective, c'est pas la peine, hein, de toute façon, personne ne sait où on va, donc ce qui vaut mieux, c'est être résilient. Et d'ailleurs, le ESPACE, qui est l'organe de la Commission européenne, du Parlement européen et du Comité des régions qui travaille sur l'avenir, a sorti son rapport de prospective qui est sur la résilience. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut pouvoir réagir à tout puisqu'on ne peut pas anticiper. Donc, il y a eu cette tendance-là. Mais il y a une autre tendance qui a dit, mais au contraire, comme on est en train de perdre tous les repères, il ne faut surtout pas penser à court terme, il faut déjà se mettre à penser le long terme et le monde d'après pour s'y préparer également, mais pour en tirer aussi beaucoup peut-être de nouvelles opportunités qui pourraient être positives parce qu'il n'y a pas que du négatif, même si on est aujourd'hui plutôt dans des choses difficiles hein, pour beaucoup d'entre nous. Et donc voilà. Et donc d'autres qui ont dit, mais justement, au contraire, on a encore plus besoin de prospective. Et je dirais que autour de moi, quand je rencontre des gens, ils font de plus en plus de prospective parce que tout le monde a besoin de se dire, mais en fait, où on va, où est-ce qu'on veut aller. C'est comme si les cartes sont rebattues. Et donc, ça demande de regarder au loin. Parce que dans ce cas-là, on y viendra encore plus précisément peut-être tout à l'heure, mais ça veut dire que la prospective est un outil peut-être pour penser le futur, mais encore plus pour le construire, pour l'inventer, pour l'imaginer, lui donner une forme de réalité, en fait, le futur dans lequel on veut vivre plus tard. Alors exactement, et je dirais que qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui dans cette époque de Covid? On a vu beaucoup d'études qui sont, j'allais dire, des prévisions sanitaires. Donc sur des scénarios avec plusieurs vagues de Covid, des scénarios en fonction de l'effet des vaccins. Et c'est beaucoup de scénarios qui ont fonctionné par analogie au début, analogie avec Ebola, avec la grippe espagnole, etc. Et puis qui se sont affinés au fur et à mesure qu'on a pu traiter des données. Deuxième type de choses qu'on a vraiment vu, c'est des scénarios économiques sur quelles seraient les formes de la reprise en L, en V, en W, etc.
Ce qu'on a moins vu, et je pense qu'il va nous manquer, et j'espère que des gens vont s'y mettre, c'est comment ce qu'on vit change notre rapport à la mort, notre rapport au corps, notre rapport au savoir, à l'expertise, à la science, notre rapport à notre espace ou à notre temps, parce que Alors, quand même, le confinement, ce n'était pas une petite expérience. Voilà, donc je pense qu'il y a aujourd'hui tout un champ à explorer. Donc, des gens commencent à le faire. Par exemple, il y a des publications sur qu'est-ce que c'est qu'une no-touch society. Qu'est-ce que c'est si en fait on continue et on prend l'habitude de plus toucher? Qu'est-ce que veut dire une société sans toucher? Dans plein de dimensions. Voilà. parce qu'évidemment, nos analyses seraient différentes si on était asiatique. En Asie, la façon de se dire bonjour est très différente, par exemple. Voilà, donc en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir la diversité des regards qui sont posés sur cette époque et justement aussi de croiser des regards prospectifs. Parce qu'on trouve de la prospective en Corée du Sud, à Singapour, aux États-Unis. Il y a de l'afrofuturisme, il y a des auteurs africains qui pensent l'avenir de l'Afrique. Voilà, donc c'est intéressant aussi de croiser comment est-ce qu'on voit l'avenir dans différentes zones géographiques. Je rebondis sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Tu as parlé des chiffres, je ne sais plus exactement quel mot tu l'as employé, mais quelle est la place de la data là-dedans, dans cette prospective moderne, on va dire? Alors, il y a eu un vrai moment où on a pensé qu'on pourrait faire ce qu'on appelle du predictive machine learning, c'est-à-dire que si on rentrait beaucoup de variables et beaucoup d'évolutions de données dans le temps long sur ces variables, que des ordinateurs pourraient mieux anticiper des tendances. On a aussi pensé que l'intelligence artificielle pourrait trouver des patterns, des schémas répétitifs et donc mieux identifier des signaux faibles. C'est quelque chose qui a été fait pour beaucoup, en fait, en utilisant de l'analogie. En disant, si on regarde les courbes de criminalité, on peut trouver des patterns et donc mieux prépositionner, par exemple, des voitures de police dans certaines villes parce qu'on sait qu'il y a certains patterns et donc que le crime va avoir lieu ici. Le problème, c'est qu'on prépare beaucoup la crise d'avant, mais peu la crise d'après. Et donc, on est beaucoup plus sur des tendances qui sont toutes choses égales par ailleurs, si on reste comme ça. Alors, en fait, la prospective, c'est à la différence de la prévision, c'est vraiment d'anticiper la rupture, d'anticiper le grain de sable, les choses qui font dévier et qui ouvrent les trajectoires. Donc, ça reste difficile. Toutefois, par exemple, il y a des outils de veille prospective. Donc, on peut acheter des outils qui vont capter en ligne, par exemple, dès qu'il y a des changements réglementaires, des nouveaux brevets scientifiques, etc. Là aussi, ce n'est pas non plus miraculeux, parce que parfois, vous pouvez avoir tout d'un coup beaucoup de publications sur l'espace et le spatial, et ce n'est pas du tout parce qu'un astéroïde va vous tomber sur la tête, mais c'est plus parce que le film Gravity vient de sortir, vous voyez. Donc, toute chose est par ailleurs, il faut remettre en perspective l'outil. Enfin, tout ce qui est le numérique change la prospective participative, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on appelle une méthode Delphi, c'est-à-dire d'envoyer à plein d'experts les mêmes questions, et de faire des interactions avec eux en ligne pour savoir comment ils voient les risques, par exemple. Donc, le World Economic Forum fait tous les ans un rapport qui s'appelle Global Risk, qui est basé sur cette méthode. Donc, on peut quand même dire que ça a changé certaines méthodes et ça a rendu plus facile la composition de très, très larges panels d'experts qui étaient autrefois plus difficiles de réunir physiquement dans une même pièce pendant longtemps. Parce que, si je peux résumer, ce que tu dirais que finalement, la data fait courir le risque de faire de la prospective avec le regard tourné vers le passé, alors que la prospective, c'est bien d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, en fait, finalement, c'est ça? Alors ça, c'est vrai, mais comme la science ne fait que progresser, il y a des gens qui essaient de recréer de l'aléatoire et de dire est-ce que finalement on ne pourrait pas créer des sortes d'intelligence artificielle qui recréeraient de l'aléatoire pour aussi nous faire penser des choses différentes. Et aussi, une chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'analyse contrefactuelle, c'est-à-dire de ne pas rentrer que des données de ce qui s'est passé, mais de rentrer des données de ce qui ne s'est pas passé. Donc, l'analyse contrefactuelle, c'est comme The Man in the High Castle, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si, et changer des éléments de l'histoire pour voir du coup si on penserait l'avenir autrement. Donc, il y a beaucoup d'outils, technologiques ou non technologiques, pour éviter de se projeter que dans une continuation du passé. Alors, je vais poser une question un peu provocatrice. Est-ce que finalement les prospectivistes ne passent pas, ou n'ont pas passé leur temps à se tromper? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche dans leur publication. Par exemple, à un moment, je m'étais intéressée à la prospective de la mobilité et j'avais été regarder comment, dans les années 50 ou 60, on imaginait la mobilité en an 2000. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des voitures qui volent, etc.
Bon, aujourd'hui, les voitures ne volent pas, mais on a quand même des drones. Donc, il y avait des choses qui ne sont pas anticipées comme elles existent aujourd'hui, mais finalement qui se retrouvent. Une deuxième chose, par exemple, ils avaient montré ce qu'on appelle le polyusage d'un espace urbain. Donc, ils avaient fait des couches dans l'espace. On voyait qu'il y avait différentes couches de mobilité. Alors, ils l'avaient fait dans l'espace. Mais nous, aujourd'hui, on voit bien qu'on a les trottoirs piétons. Après, on a les trottoirs vélos, enfin des pistes cyclables. On a des endroits pour les voitures. Après, on a le tram. Donc, ils avaient pensé cette plurifonctionnalité de l'espace urbain. Et quand je vois aujourd'hui dans certaines villes en Asie que si on veut marcher en écrivant des SMS, on a un couloir spécifique, voilà, ça m'interpelle parce qu'en fait, ils avaient pensé ça, par exemple. Donc, ce n'est pas toujours exactement tout anticipé de ce qui se passe, mais c'est en anticipant des choses très bizarres, il y a des choses qui ressortent qui vont s'avérer très utiles pour la suite et pour, par exemple, l'aménagement urbain. Je prends deux questions à la volée que je relis. Une de François Pinon qui nous dit comment parvient-on à imaginer l'inimaginable, et puis une autre qui me semble reliée qui est quelle est la part de l'intuition dans la prospective et quelle est votre part d'intuition à vous au quotidien. Voilà. Elles sont très bien. Alors effectivement, c'est très difficile d'imaginer l'inimaginable et de sortir de sa zone de confort. On a tous des biais individuels sur la façon de se projeter, des biais organisationnels, culturels. Donc la première chose, c'est de créer un collectif pour que, avec une grande diversité de profils, de cultures, d'âge, d'origine. Et c'est en faisant ça, c'est en faisant croiser aussi des disciplines qui ne sont jamais parlées. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'ordinateur quantique avec un démographe et avec un réalisateur de cinéma, ben, c'est trois cerveaux qui ne sont jamais parlé et en croisant leur savoir, ils vont anticiper des choses qu'on n'anticipe pas. Donc souvent, c'est au croisement de disciplines. C'est en croisant des regards, en croisant des disciplines, qu'on évite en fait des angles morts et qu'on anticipe mieux. Donc ça, c'est une chose très importante. Ensuite, sur l'intuition, en 2014, j'avais fait un voyage aux États-Unis pour rencontrer les prospectivistes américains. Et j'avais rencontré des gens de l'Institute for Alternative Future qui travaillaient avec des PDG de grands groupes américains et ils les faisaient se coucher par terre dans un état de méditation ou quasi d'endormissement. Et il les amenait à se projeter, voilà, comment c'était dans leur entreprise il y a 5 ans, il y a 1 an, comment c'est aujourd'hui. Et après, petit à petit, il leur disait comment c'est dans 1 an, comment c'est dans 5 ans, quelles sont les images que vous voyez. Voilà. Et donc, c'était vraiment aller presque sur l'inconscient, les rêves, les images mentales voilà, qu'ils avaient. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, ça passerait jamais, mais personne va faire ça. Or, en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé et que certaines personnes ont cultivé. On a vu arriver la mindfulness ou des tas de moments comme ça, où les gens se sont dit, en fait, imaginer l'impensable, c'est aussi aller vers ces éléments plus méditatifs, plus intuitifs, accepter des images mentales qui viennent dans un rêve la nuit ou lors d'une méditation, et pas que aller voir toutes les dernières données démographiques. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, même les neurosciences aussi, du coup, essayent d'explorer et de comprendre comment les cerveaux captent certaines données et parfois aussi captent des données, même si elles sont captées mais pas encore conscientes. Donc, c'est très complexe. Et ça peut aller jusqu'à certaines personnes dans la Silicon Valley qui prennent des produits, entre guillemets, ou même comme un peu comme chez les Incas ou les Mayas, pour être inspiré, pour voir des choses, etc. Donc, personnellement, je ne pratique pas, mais le spectre est large. En tout cas, oui, sans aller éventuellement jusqu'à prendre des substances, en fait, arriver à des états modifiés de conscience pour laisser apparaître des intuitions et des images, des visions qu'on n'aurait pas si on restait dans notre petit cerveau. C'est une question qui est arrivée purement rationnelle, en tout cas. Exactement. Et après, ça, je trouve ça aussi intéressant, et pas que pour les prospectivistes, parce que nous tous, on a parfois l'intuition de choses, et donc c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les écoute ou on les écoute pas? Donc, je ne lis pas ça qu'à la prospective. Je pense que tout le monde peut ou pas écouter ses intuitions. Absolument. On en a parlé, c'est-à-dire que tu nous as dit on peut, grâce à la prospective, essayer d'influer sur l'émergence de futurs plus désirables, plus souhaitables. Alors, comment on peut mêler justement, d'une certaine façon, l'éthique à la prospective voilà, pour essayer d'infléchir les futurs tels que nous les imaginons ou que parfois nous les voyons arriver avec une certaine forme d'inquiétude? Alors, quand on fait des scénarios dits exploratoires, c'est-à-dire qu'on va regarder, je ne sais pas moi, j'ai n'importe quoi, l'arrivée du véhicule autonome en France, il y a 3, 4, 5 scénarios possibles de cette arrivée et de cet usage. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il y a une deuxième phase qui dit, voilà, moi, par rapport à ces scénarios, il y en a peut-être un ou deux, je ne veux pas qu'ils arrivent.
Et donc là, on peut se dire, si je ne veux pas qu'ils arrivent, quels sont les moyens pour empêcher ça? Ça peut être un moyen réglementaire, ça peut être un moyen technologique, etc. Ou bien, au contraire, il y a certains scénarios, on peut se dire, ah mais moi, c'est tout à fait le scénario que je veux voir arriver. C'est ça que je voudrais. Donc, est-ce qu'il faut que j'investisse plus dans telle forme de R&D? Est-ce qu'il faut que je fasse une joint venture entre tel type de constructeur automobile et tel type de entreprise qui fait des satellites? Enfin, voilà. Donc, en fait, une fois que faire des scénarios, c'est une première étape uniquement. Et après, il faut une deuxième étape qui est, moi, par rapport à ces scénarios, qu'est-ce que je ne veux pas et qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes forces et mes faiblesses vis-à-vis des scénarios? Deuxième étape. Troisième étape, le jeu d'acteur. Parce que je ne suis pas la seule organisation à avoir un poids sur cet avenir. Et donc, peut-être, il y a des acteurs qui vont être bloquants, qui voudront exactement le scénario que je ne veux pas, ou au contraire, des scénarios où, ah, mais sur ce scénario, il y a au moins 3 ou 4 autres types d'acteurs qui le veulent aussi. Et donc, peut-être, on peut travailler ensemble et on sera plus fort pour le voir arriver. Donc, c'est ça qui est fantastique, c'est le scénario est le début d'une histoire pour faire advenir un futur. D'accord. Donc, la prospective permet de faire émerger des scénarios, d'en choisir certains qui nous semblent le plus souhaitables, et ensuite d'écrire une stratégie à tout niveau, au niveau du lobbying, au niveau de l'influence, etc., pour que le futur qu'on a choisi, pour lequel on a opté, ait plus de chances d'arriver, en fait, finalement. Exactement. Ouais, c'est un bon résumé. C'est un lien assez facile avec une question qu'on voulait te poser sur l'entreprise. Parce que toi, ton métier, c'est aussi de faire de la prospective, des menaces, la sécurité, de la prospective aussi. Alors, comment on fait de la prospective aujourd'hui en entreprise? Parce que finalement, c'est la nécessité de se projeter à long terme. Et qu'on voit bien, nous, chez Engage, et puis dans d'autres organisations qui travaillent avec les entreprises, que les faire dépasser le court terme est compliqué quand même. C'est une question d'ailleurs que vient de poser Mehdi dans le chat. Alors, comment on y arrive? Alors, selon les entreprises, les départements de prospective ne sont pas aux mêmes endroits déjà. Donc, certaines entreprises vont mettre la prospective à l'innovation. Et ça va être vraiment les personnes qui vont concevoir l'innovation de long terme, l'innovation de rupture. Certaines entreprises vont mettre la prospective à la stratégie. Et donc, généralement, il y a des cycles stratégiques tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et ils vont commencer par se projeter sur quel serait notre environnement à 5 ans, à 10 ans, avant de faire leur propre stratégie. Mais enfin, il y a des entreprises qui peuvent mettre la prospective aux ressources humaines. Parce que pour eux, la question, c'est quelles sont les compétences de demain, les recrutements de demain. Donc, selon le secteur, selon le métier, déjà, la prospective ne va pas être à la même place dans l'entreprise. Ensuite, je dirais que le plus souvent, comme vous voyez venir, il n'y a pas une seule place qui convient. Mais l'important, c'est que les différentes personnes qui font la prospective dans l'organisation puissent échanger, puissent se parler. Un chief économiste peut parler avec un Head of Foresight and Innovation, peut parler avec le monsieur stratégie, et c'est en les mettant ensemble qu'on peut voir émerger quelque chose. Et enfin, aujourd'hui, quand on est dans une entreprise internationale, comme je le disais, l'avenir, ce n'est pas l'avenir en soi. L'avenir au Japon, au Nigeria, au Canada ou en France, ça ne va pas être la même histoire forcément, et ce n'est pas les mêmes projections. Donc, il faut tenir compte de cette richesse. Ensuite, comment on fait pour que ça marche et que ça ne soit pas bloqué? Parce qu'on cite souvent le cas Kodak, ce n'est pas du tout qu'ils n'avaient pas anticipé un appareil numérique, mais c'est juste qu'ils gagnaient suffisamment de revenus en vendant des pellicules telles qu'on les connaissait, qui n'ont pas pivoté parce qu'ils voyaient ça comme suffisant. Ça marchait économiquement, c'était rentable tel qu'ils étaient. Donc ça, c'est quelque chose qui interroge et qui a été très étudié par beaucoup de chercheurs, notamment Philippe Silbersan et plein d'autres. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le rôle du leadership. C'est-à-dire que si le leader de l'organisation ou les leaders de l'organisation n'ont pas ce mindset de se dire attention, c'est pas parce que là je gagne de l'argent comme ça qu'il ne faut pas que je commence à pivoter. Donc le rôle du leadership, c'est fondamental. Deuxième chose, c'est aussi une culture. C'est-à-dire que dans l'organisation, il faut commencer à dire, voilà, peut-être il y a une règle des 80-20. À 80, je vous demande de faire votre job, vous occuper d'aujourd'hui, mais à 20%, je vous demande de commencer à anticiper. Et troisième chose, pour moi, c'est vraiment lié à la soutenabilité de nos modèles, c'est-à-dire comment je me pose la question de l'impact de ce que je fais socialement, économiquement, sur le long terme, ou même sur l'environnement. Et là, il y a beaucoup de choses. On a vu arriver en France les entreprises à mission, qui ont des panels de parties prenantes avec qui ils échangent. Et je pense que ça, c'est aussi une vraie rupture pour arriver à une vision plus orientée dans l'eau. D'accord. Tu as parlé beaucoup de faire travailler ensemble dans l'entreprise des métiers, des disciplines qui ne se parlent pas. Donc, on a bien compris que
la prospective était un jeu pluridisciplinaire, fondamentalement. Tu as beaucoup parlé des aides, des directeurs, etc. Moi, il me semblait quand même que la prospective, justement, ça devait être fait aussi avec tous les collaborateurs de l'entreprise, parce que c'était eux, peut-être presque, qui sentent plus les choses, parce qu'ils sont au contact de ce qui se passe du réel, quel que soit leur métier. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Alors, il y a beaucoup d'approches par les collaborateurs, c'est ce que j'évoquais la dernière fois sur les plateformes collaboratives, n'est-ce pas? Oui. Et pas que les collaborateurs, également les clients. Donc, il y a beaucoup de personnes, d'entreprises parmi les plus innovantes qui font ça avec des panels de clients ou avec leurs suppliers, leurs tiers, leurs distributeurs, etc. Donc, quand je dis être inclusif, ce n'est pas uniquement dans l'entreprise, c'est même au-delà des frontières de l'entreprise. Pour impliquer des gens dans une démarche prospective, il faut pouvoir bien l'expliquer, bien la présenter, et surtout, pas juste la faire pour l'avoir fait et avoir un joli rapport, une jolie vidéo, mais bien dire qu'est-ce qu'on change ensemble après. Et ce qui me semble important, c'est pas créer de fausses attentes en faisant une énorme étude sur l'avenir du travail et comment on va travailler ensemble différemment, pour après qu'il n'y ait aucun changement, parce que finalement, ça va démobiliser les gens qui se sont construits dans un futur qu'ils souhaitent et qu'ils ont envie d'incarner. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a le problème aussi inverse, quand on a fait toute l'étude sans impliquer personne et qu'on arrive en disant maintenant on va tout changer, les gens ils comprennent pas, ils sont là mais pourquoi vous me parlez d'une rupture à 15 ans, ça vient d'où, voilà. Donc il faut trouver le bon équilibre pour bien impliquer les gens, aussi bien dans la phase amont que dans le changement qui est la phase qui suit la réalisation de l'étude. Des scénarios de la prospective à la mise en action, sinon c'est évidemment uniquement déceptif, on a travaillé pour rien. Question qui me vient, en fait, qui me vient une image, l'image de l'utopie, en fait, quelque part. Et en fait, finalement, les grands prospectivistes, ou tous les utopistes, quelque part, sont des grands prospectivistes qui ont cherché à mettre leur intuition ou leur prospective ou leur imagination face au réel et à le développer, non? Alors, les utopistes, tout à fait. Et malheureusement, pas que les utopies positives, en fait. Je dirais que pour beaucoup, on voit des gens qui anticipent les difficultés, les catastrophes. Voilà, donc les worst case scénarios sont souvent extrêmement bien représentés. Et ce que je trouve très riche, finalement, c'est qu'on peut toujours oser, chacun à sa façon, se projeter dans un avenir. Et ce que je trouve aussi fantastique, c'est que ça peut être une autre façon, parfois aussi, de désamorcer des conflits ou des tensions. Parce que quand on est dans une organisation, eh bien, le présent, c'est un territoire qui est conquis ou sur lequel des gens peuvent se battre. Mais le futur, c'est un territoire qui n'est pas conquis, sur lequel on peut encore tout inventer, tout écrire. Et donc parfois, des gens qui sont dans l'utopie justement d'un vivre ensemble différent, le fait de se projeter à horizon 20 ans, horizon 30 ans, peut débloquer des tensions politiques parce que le territoire n'est pas encore celui de quelqu'un. Voilà. Donc l'utopie, elle est sur le contenu, mais elle est aussi en se projetant, ça réouvre des espaces et ça peut débloquer certaines tensions qui sont évidemment propres à chaque organisation. On va bientôt passer à la partie participative. Il y a une question qui est un peu comme ça, surprenante, qui est alors les signes noirs de la CIA. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, déjà, qu'est-ce qu'un signe noir? Donc, c'est un livre très connu, n'est-ce pas, en prospective. Quand on est allé en Australie, eh bien, on s'est rendu compte que nous, en Europe, on pensait que les signes, ils étaient tous blancs. Mais en fait, en Australie, pour ceux qui ont été, il y a des signes noirs. Donc, c'est en fait le fait de n'avoir jamais vu quelque chose, on pense qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on l'a jamais vu qu'il n'existe pas. Donc, typiquement, ce n'est pas parce qu'il n'y avait jamais eu des tours qui s'étaient effondrées parce que des avions de ligne les avaient percutés que ça n'arrive jamais. Donc, il y a eu, suite au 11 septembre, beaucoup de gens qui ont dit finalement quels sont les signes noirs, quelles sont les choses qui, parce qu'on ne les a pas vues, on omet dans nos analyses, dans nos anticipations, alors qu'elles pourraient arriver. Donc, il y a eu vraiment toute cette époque. Ensuite, on a parlé des éléphants noirs. Donc, les éléphants noirs, c'est quelque chose c'est the elephant in the room. Donc, tout le monde sait, ça va arriver. Mais bon, on fait comme si ça n'existait pas. Typiquement, changement climatique. Et aujourd'hui, on parle de black jellyfish. Donc, vous voyez ce que c'est, les jellyfish. C'est un truc tellement gluant qu'on ne sait pas comment l'attraper. Pour parler justement d'une rupture en cours, personne ne sait trop comment l'attraper. Je trouve que ça va plutôt pas mal pour le Covid parfois. D'accord. J'aimerais
qu'on rentre dans ton métier, enfin, on est en plein dans ton métier depuis le début, pardon, mais dans le fond de ton travail, de ta recherche, c'est-à-dire les risques et les menaces, la projection, parce que évidemment, tu fais beaucoup de rapports, enfin, on travaille beaucoup pour AXA sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que tu vois venir? Quels sont pour toi les grands éléments, les grands risques, les grandes menaces ou les grandes opportunités, d'ailleurs, soyons aussi positifs, sur ce qui arrive? Alors, je vais commencer par l'éléphant, n'est-ce pas? Donc, évidemment, le changement climatique, c'est un élément qui arrive, qui va complètement transformer nos modes de vie et la biodiversité. Donc, évidemment, je commencerai par là. Deuxième chose, socialement, ce que l'on voit, c'est quand même une grande tendance au renforcement des inégalités. Et le renforcement des inégalités sociales, ça a plein d'implications aussi sur nos modes de vie. Si j'allais sur la dimension plus technologique, les grandes ruptures à venir, c'est par exemple l'ordinateur quantique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on échange, on utilise ce qu'on appelle de l'encryption, hein, donc on va coder des messages pour les partager. Et aujourd'hui, les protocoles qu'on utilise pour coder les messages seraient cassés très facilement par un ordinateur quantique. Donc ça change toute la cryptographie et donc toute la cybersécurité de notre monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en fonction des thématiques, si c'est pris au sens large, on peut anticiper de nombreuses ruptures. Qu'est-ce qu'on peut lire si les gens veulent approfondir? Au sein d'AXA, on publie un Future Risk Report. Si vous tapez Future Risk Report, vous pouvez le trouver sur Google, je pense. On publie aussi un trend book où on sort des grandes tendances sur l'avenir du travail, sur l'avenir de la confiance, enfin sur plein de sujets. Et donc, je pense que le plus intéressant pour les personnes qui écoutent, c'est d'aller piocher selon les sujets qui les intéressent. Et après, je dirais qu'il y a 3 choses que je conseille. Comme on est chacun avec nos propres biais, n'est-ce pas? Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podcasts de prospective aujourd'hui je sais pas, je pense à Sismic, je pense au podcast qu'a fait le World Economic Forum récemment, justement, sur le monde d'après. Il y a aussi des revues de prospective. Donc, en France, Ouzbek Erika, par exemple, ou Futurible, Oui Demain. Donc, vous pouvez vous abonner pour avoir des gens qui vous nourrissent autrement. Et enfin, la prospective, c'est aussi de nombreux think tanks ou institutions. Par exemple, au Sénat, il y a une délégation sénatoriale à la prospective. J'ai évoqué celle de la Commission européenne, il y a l'OCDE, il y a voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être curieux et d'aller voir dans d'autres pays ce que sortent leurs think tanks de prospective. Voilà. Mais gardez en tête que publier un rapport de prospective, c'est en soi de l'influence. Donc, quand vous lisez un rapport de prospective, c'est une façon de vous faire lire le monde. Voilà. Je vais rentrer un peu plus dans ton intimité, ma chère Cécile. En ayant toute cette connaissance, toute cette recherche, tout le temps que tu passes à essayer d'anticiper, de prévoir, de projeter, de sentir le futur, tu es optimiste? Comment tu vois ce qui va se passer? Quels sont tes Je réponds souvent que je suis une pessimiste qui se soigne. Donc, je suis plutôt pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de grands risques et c'est pas facile de collectivement mettre en place le bon niveau d'action pour s'en occuper suffisamment tôt. Donc, c'est la première chose qui me rend pessimiste. La deuxième chose qui me rend pessimiste aussi, c'est le fait que le multilatéralisme, et comme j'ai expliqué, on ne peut pas tout seul changer l'avenir, il faut des coalitions. Et disons que ces dernières années, on a vu des schémas ou des institutions du multilatéralisme qui ont été mis à mal ou qui ont été questionnés très fortement. Et même le Covid, finalement, il y a eu des replis nationaux qui montrent l'échec du multilatéralisme. Ça, c'est aussi une chose qui me rend pessimiste. Mais quand je dis pessimiste qui se soigne... C'est une bonne nouvelle pour ça. Et quand je dis pessimiste qui se soigne, je me soigne parce que je vois aussi la jeunesse. Et je vois aujourd'hui les valeurs qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont pour faire bouger le monde. Et je crois beaucoup que pour changer le monde de demain, il faut que des personnes âgées travaillent avec des très jeunes. Et vous mettez les deux ensemble, ça peut faire des étincelles. Et ça me rend optimiste. Okay. Il y a quand même une capacité à rester optimiste par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que je vais préciser ma question parce que, comme tu le sais, on fera un atelier d'intelligence collective, de prospective après. D'ailleurs, si tu peux, tu viendras peut-être pour commenter les conclusions des différents groupes qui vont travailler. Sur les médias, quels sont
quelle est ta vision des médias alors c'est difficile hein, comme ça complètement en improvisation, mais les médias en 2050, les grandes tendances que tu vois émerger sur les médias ou les risques liés? La première grande variable que je prendrais, parce que pour faire des scénarios, il y a des variables, c'est la confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'on a confiance ou pas dans un contenu ou dans le propos d'une personne ou d'un expert? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des pivots sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance en un autre ou en un propos. Donc, j'inviterai les gens à travailler sur la confiance. Le deuxième chose, j'inviterai les gens à travailler sur les technologies, mais aussi pour les déconstruire. C'est-à-dire se dire finalement, on imagine qu'on s'informe par telle ou telle technologie, et je pense que c'est très intéressant de se dire finalement, et si c'était autrement. Donc, il y a tout un travail à faire, je pense, d'analyse critique du médium au sens de la technologie qui soutient le partage de l'information. Donc ça, c'est le deuxième angle que je prendrais. Et le troisième angle que je prendrais aussi, je pense, c'est une remise en cause des approches, j'allais dire, très européano-centrées pour aller voir finalement comment on s'informe au Bangladesh ou comment on s'informe en Inde ou comment on s'informe en Chine. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport à l'information est très marqué culturellement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une déconstruction aussi des modèles mentaux, sociaux de notre espace culturel. Voilà, donc ça, c'est trois choses que je regarderai en priorité pour pouvoir faire des évolutions possibles des médias horizon 2050. Ok, on va Mais bientôt. comme ça, à chaud, hein, c'est pas du Oui, tout un oui, défi je sais bien, d'expertise. je ne dis pas le contraire. Mais enfin, je retiens surtout aussi la question de la déconstruction de nos croyances, de nos savoirs et puis de notre cercle culturel. Il y avait une question, on va bientôt, quasiment maintenant, ouvrir à la participation de tous pour vous poser vos questions en direct à Cécile. Je voulais avant poser une question qu'a écrit dans le chat Guy-Philippe Goldstein, qui est finalement sur les jeux de rôle, sur la question des jeux d'acteurs que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les prévoir, les identifier en développant notamment alors ils appellent ça des wargames, peut-être des games to... Exactement, exactement. Mais c'est ce qu'on fait. On fait du wargaming, donc c'est exactement ce qu'on fait. Il y a des outils comme Mactor ou autres, donc il y a des outils qui existent pour faire ça, pour positionner. On peut faire des power maps aussi sur le jeu d'acteur. Donc exactement, il y a tout un jeu d'outils, des outils des plus numériques, où on peut faire des visualisations d'évolution dans le temps, etc., à des outils plus physiques, entre guillemets. Mais c'est exactement ça qu'utilisent les prospectivistes. Ouais. Alors, je vous invite tous, merci Cécile, à poser vos questions en direct maintenant. Alors, c'est très simple, il vous suffit de lever la main. Alors, évidemment, là, on va rester technologique, sinon je ne vous verrai pas. Et puis, comme ça, Laura pourra vous ouvrir le micro et puis vous pourrez poser vos questions directement à Cécile. Alors, qui veut poser? Il y a énormément de questions dans le chat, mais qui veut poser la première question à Cécile? Sinon, si on n'a pas tout de suite, j'enchaînerai sur une autre question. Alors voilà, je vois. Allez, on va commencer par Guy-Philippe. Est-ce que Laura, tu peux ouvrir la parole, enfin le micro à Guy-Philippe? Guy-Philippe, attention, nous connaissons une question. Bonjour. Alors bonjour, j'essaie de mettre en marche la vidéo. Ça Bonjour, marche bonsoir. pas. Enchanté. Ravi que vous ayez évoqué la question en plus de. Ah oui, désolé, C'est il y a pas grave. un mauvais logo. Que vous ayez évoqué la question de la Red Team de l'Agence d'innovation de la Défense, dont on a beaucoup parlé. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Je connais très bien le dossier. Je suis très intéressé de voir que parmi vos attributions, vous avez intégré le cyber, qui est un de mes domaines de compétences. Je voulais savoir un petit peu justement à quel point aujourd'hui le cyber est important pour vous. Désolé, c'est un petit peu personnel. Et en même temps, voilà une question de prospective. À quel point vous voyez le cyber demain comme étant un élément extrêmement important? Vous avez évoqué le quantique, effectivement, c'est un champ, mais au-delà, voilà, à quel point vous voyez la dimension cyber comme effectivement importante. Et je pose la question parce que c'est dans vos attributions. Merci Guy-Philippe. Cécile? Alors, pour moi, la cybersécurité, ou on va dire une attaque cyber, ça pourrait être notre prochaine grosse crise type Covid. Je pense vraiment qu'on aura ça un jour, un effondrement des systèmes numériques sur lesquels finalement repose tout ou presque.
et qui pourraient créer des problèmes dans le monde physique. Alors, on le voit déjà arriver, hein, parce que on a eu des cyberattaques sur des hôpitaux ou autres qui ont eu des conséquences sur la santé de certains patients. Mais je suis convaincue que c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, complètement tuer certaines entreprises, complètement déstabiliser un pays, une société, son fonctionnement. Donc pour moi, c'est important que quand on tire les leçons aujourd'hui du Covid, on commence à se projeter sur qu'est-ce que serait la gestion d'une crise cyber mondiale, quels seraient les leviers, comment on se coordonnerait, etc. Pour moi, c'est le bon moment pour vraiment commencer à travailler sur cette question et en tirer tous les fils. Voilà. Je suis convaincue de ça. Merci. Voilà. Je vous avais dit que j'étais pessimiste. Hein, voilà. Non. Pas On va menti, hein. trouver les moyens, justement, on va trouver des réponses à cette cybercriminalité et à ce risque cyber. Merci Guy Philippe. On va donner la parole à Andrea Bourgio. Andrea, tu vas apparaître bientôt. Voilà. Ah, c'est un homme, pardon. Voilà. Andrea, tu veux poser ta question. Du grec andros, jeune homme. Merci beaucoup. Déjà, c'était très intéressant jusque-là. Une question sur la toute dernière manœuvre donc, du Digital Service Act, Digital Markets Act. Qu'est-ce que vous en tirez de cette nouveauté européenne dans votre domaine? Alors moi, ça m'a intéressé de voir hier effectivement la sortie du DMA et du DSA. Est-ce que tu pourrais en dire deux mots parce que moi je ne connais pas, donc je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce dont vous parlez. Alors ça faisait longtemps, c'était depuis 2000, je pense que au niveau européen, on n'avait pas émis des textes, des régulations sur le numérique. Et c'est vrai que c'était une grande question de dire finalement le monde change. Est-ce que nos lois et notre vivre ensemble, notre contrat de confiance entre citoyens européens doit ou pas s'adapter au monde numérique? Et en fait, la réponse qui a été donnée, c'est oui, il faut s'adapter. Donc, il y a à la fois des textes qui sont sortis sur la gestion des contenus, par exemple, pour des hébergeurs ou des plateformes, et également des critères sur que doit suivre comme régulation des services numériques qui sont rendus en ligne à un citoyen. Et je dirais que l'idée clé, si on devait l'expliquer en une phrase, c'est que ce qui est vrai dans le monde physique doit être vrai dans le monde virtuel. Et du coup, il faut s'équiper de ça. Je pense que c'est un bon sujet. Et moi, en ce moment, une autre question sur laquelle je réfléchis pas mal, c'est ce que j'appellerais la souveraineté numérique. Et à quel point l'Union européenne est souveraine numériquement. Alors pourquoi je me pose la question? Parce qu'en fait, de plus en plus, on voit qu'on s'appuie sur des plateformes de type Google, Microsoft, Amazon, enfin voilà, je pourrais citer beaucoup de noms, pour faire des activités, qu'elles soient des activités de santé, des activités dans tous les domaines, hein, de transport, voilà. Et donc, on a énormément d'annonces, BPI qui travaille avec Amazon, Thales travaille avec Google, Airbus travaille avec Palantir, enfin voilà. Donc, en fait, je dirais que la plupart des grands groupes européens font des alliances stratégiques pour travailler avec des providers, je vais dire essentiellement de cloud. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point, si demain c'était plus compliqué géopolitiquement, à quel point l'Europe pourrait être souveraine et autonome stratégiquement. Et pourquoi je me pose cette question? C'est parce que pendant la guerre du Golfe, la première, il y a eu des grands enjeux quand on s'est rendu compte que nos armées s'appuyaient sur le GPS, qui est une technologie américaine. Et à partir du moment où les Américains ont coupé le GPS, vous ne pouvez plus faire grand-chose. C'est ça qui a donné lieu à Galileo et des programmes européens pour que les Européens aussi soient souverains sur cette technologie. Et donc aujourd'hui, quand je vois le cloud computing, ou quand je vois plein de choses comme ça, je me dis, est-ce qu'on sera souverain ou pas? Est-ce qu'on sera autonome, nous, Européens, ou pas? Donc, voilà, je cite cette question parce qu'en ce moment, je me dis, voilà, quel serait l'avenir des relations aussi entre l'État et les acteurs du numérique demain? Finalement, est-ce que l'État aura besoin des acteurs numériques pour faire justice, pour faire éducation, pour faire santé, ou pas? Est-ce que finalement, dans des domaines très régaliens comme la monnaie, finalement, si Facebook crée sa propre monnaie ou des choses comme ça, peut-être il faut qu'on commence à s'interroger sur qu'est-ce que veut dire la souveraineté demain dans une société qui est numérique. Et du coup, je trouve que c'est une bonne première étape, ce travail sur évidemment ce qui est sorti avec DSA, DMA, mais comme vous le voyez, étant prospectiviste, je me suis déjà projetée sur l'étape d'après, et c'est ce genre de questions que j'ai par exemple quand je lis ce genre de texte. Merci. Il y a une question qui est apparue qui me fait penser à ça, je me permets de la poser du coup. On voit apparaître de plus en plus, beaucoup par ou à cause, je ne sais pas, du web,
beaucoup de complotisme. Comment tu vois continuer ce complotisme, éventuellement, se développer? Est-ce que tu crois que ça va se développer et comment s'en préserver, selon toi? Ah ben oui, là, on est en plein dedans. Ben, on revient aussi sur le sujet de la confiance, hein, c'est-à-dire que les gens vivent dans leur propre, j'allais dire, bulle de filtre et dans leur propre petit réseau. Et finalement, on l'a eu aux États-Unis, mais maintenant ça va même au-delà de ça, des gens qui ne se croient plus. Une partie de la population qui pense une chose, l'autre qui pense l'autre chose, et c'est irréconciliable. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, et que je vois arriver partout. Et je ne sais pas comment on répond à ça. Je pense beaucoup à l'importance de l'éducation aux médias. Je dis ça parce que pour l'atelier d'après, je pense que le volet éducation aux médias, c'est très important. Pour que les gens se posent la question justement quelle source je suis, pourquoi plutôt telle source que telle autre, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc, je crois beaucoup à l'éducation aux médias. Je pense aussi à la régulation, parce qu'à un moment, je pense quand même que le droit peut être une piste. Et je crois aussi à des réflexions sur l'éthique du numérique. Finalement, les philosophes éthiques nous ont toujours aidés au travers de l'histoire. Même aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient nous aider encore. Merci. Question de Madame Naïg, je suis désolé si je ne prononce pas bien, Kozanet. Est-ce que Laura, tu pourras lui ouvrir le micro? Merci beaucoup. Voilà. Petit décalage habituel, mais Naïg apparaît. Excusez-moi, j'ai un petit souci de micro, vous m'entendez bien? Très bien, absolument. Parfaitement. Bonjour, je vais mettre la vidéo. Pardon. Bonjour, je vous appelle pour construire sur la question qui vient d'être posée par Monsieur Cohen. Je travaille dans le champ de la préservation de la nature et de la biodiversité avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur le long terme, la négociation en cours au niveau du traité international. Et en fait, dans les signaux faibles qu'on repère, nous, dans nos champs de travail, il y a les notions de perte de mémoire, perte de référentiel, puisque la nature est tellement dégradée qu'en fait, on n'est plus en capacité d'imaginer ce qu'elle peut nous servir. Et puis, il y a la question du déni de réalité, c'est-à-dire qu'une forme de fatigue et d'effet comment dire, psychologique sur le fait qu'on débranche quelque part un stress continu. Ça, c'est les sciences de la neurologie qui nous l'apprennent. La question est la suivante. En fait, pour moi, ça a un rapport avec la capacité de plus en plus grande des gens finalement de croire du fake news. Alors, du coup, je me pose la question, dans les nouvelles approches de prospective, on est beaucoup en train de se dire, bon, bah, le passé ne peut pas nous apprendre le futur, donc en fait, faisons des jeux de créativité, amenons les émotions, les intuitions, etc., et les ressentis dans la capacité à produire de la prospective. Très bien, et l'imaginaire, je veux dire, Einstein nous l'a dit il y a très longtemps, ça nous conduira plus loin. Mais en revanche, du coup, comment vous voyez la capacité de nos sociétés et la capacité au sein des sciences de la prospective à s'ancrer quand même très fermement dans la réalité, une réalité dont finalement on a des signaux de plus en plus faibles, même sur le plan sensitif et sensoriel. Merci. Merci Cécile. Merci, pardon. À toi Cécile. C'est une excellente question qui moi, m'interpelle énormément depuis les époques de confinement. Puisque quand on est confiné, moi, pour ma part, j'ai été coupée de la nature, puisqu'évidemment, on n'avait pas accès ni à des parcs, ni à des forêts, etc. Et je pense que ça change notre être au monde de ne pas voir de la nature, ou même de ne pas voir certains proches, ou même de ne pas voir une œuvre d'art. Donc, pour moi, la question, c'est, je pense que le sensoriel, l'expérience que l'on a du monde, l'air qu'on respire aussi, parce que finalement on respire un air à travers un masque, etc. Et voilà, je suis très ravie de porter un masque, hein, mais voilà, il y a vraiment je crois beaucoup à ce que l'expérience sensorielle que l'on a du monde, et depuis notre naissance, change complètement notre perception. Et pour moi, donc, en sciences sociales, on dit qu'on a différentes écoles, et moi je fais partie des constructivistes. Je pense que par exemple notre rapport au risque est construit socialement. Oui. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et aussi par rapport aux générations futures. Je me dis, les générations futures, comment est-ce qu'elles vont vivre ou connaître notre monde? Parce que moi, je vis ça, mais j'ai un certain âge, mais quand on vit ça en ayant 10 ans, 5 ans, 18 ans, finalement, qu'est-ce que ça change de la construction de notre rapport à l'autre, de notre rapport à la nature, de notre rapport à nos proches? Voilà, c'est pour ça que je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que
penser l'avenir d'un monde post-Covid, c'est pas uniquement penser les vaccins ou la dépression économique. Pour moi, c'est vraiment penser ce genre d'éléments, beaucoup plus ontologique. Du coup, très concrètement, dans la manière dont vous construisez une prospective ou un dispositif de réflexion sur les prospectives, comment vous faites rentrer dans le débat des éléments de réel, des éléments de science, des éléments d'information sur lesquels, quelque part, vous reconstituez cette mémoire que notre perception ou notre savoir ne peut plus nous donner. C'est spécifiquement sur le comment aussi. On a l'impression de rentrer dans le soleil vert, là. Ça devient dur. Allez, Cécile. Non, sur le comment, d'une part, comme je l'ai évoqué, il y a qui on met dans le groupe de travail, mais il y a également ouvrir le groupe à faire des entretiens avec des experts ou faire un voyage dans un certain lieu pour voir comment ça s'incarne dans tel ou tel pays. Donc, ça peut être faire des voyages, des immersions, on appelle ça, dans des lieux, dans des espaces, ou faire venir au groupe des personnes. Voilà, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui travaille sur l'avenir, je dis n'importe quoi, de la mobilité en ville, faire venir des gens qui sont en situation de handicap, ou faire venir une maman qui a des triplés. Et voilà, et qui vient raconter son expérience de la mobilité, ou bien expérimenter soi-même des formes de mobilité différentes. Donc, c'est comme cela, par l'immersion ou par l'arrivée d'entretien avec des personnes hors du groupe, que l'on arrive à faire entrer ces dimensions-là. Oui, donc faire entrer des rapports au réel différents, en fait. Okay. Merci beaucoup. On va prendre la question de William Greenwood, s'il vous plaît. Oui, si certains, je le citais tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde a vu le film Soleil vert, qui n'est évidemment pas des plus gais, mais où l'imaginaire lié à la nature a totalement disparu. Il était 42 degrés à New York et c'était un film d'anticipation écrit en 1970, absolument dingue. William, nous t'écoutons pour ta question. Bonsoir, merci beaucoup. Alors ma question, elle est assez simple. On a un contexte actuel avec une exploitation des ressources sur cette planète qui est de plus en plus importante, avec des ressources qui sont bien sûr finies sur cette planète. Et donc, on arrive comme ça, en réfléchissant dans ce sens-là, bien sûr, à des réflexions de type théorie de l'effondrement, collapsologie. Donc, je voulais savoir un petit peu pour vous, quel est le poids, quelle est la probabilité, quelle est l'importance de ce type de phénomène? Est-ce que ça rentre fortement dans vos réflexions? Et également, l'autre question qui est très fortement liée, c'est bien sûr celle de la temporalité, puisque ça fait, je ne sais pas, 30 ans qu'on nous dit que le pic de pétrole, c'est demain. Maintenant, on a dit qu'on l'a passé, bon, etc., etc. Donc, comment est-ce que vous appréhendez ce type de problématique et quel poids ça a dans votre réflexion? Merci beaucoup. Merci, William. Alors, c'est un poids très important, et d'ailleurs depuis longtemps. Mais pareil, ça fait déjà même longtemps, mais notre PDG chez AXA, Henri Decastre, avait dit, voilà, un monde à plus 4, plus 5, plus 6 degrés, mais en fait, il n'est pas assurable, tout simplement. Donc, on est carrément, on se tue nous-mêmes, entre guillemets, si on ne fait pas quelque chose. Et se rendre compte de ça, ça a permis de décarboner nos investissements, de refuser d'assurer des mines de charbon ou autres. Donc, ça a permis l'action de s'être projeté dans ce temps long. Ce qui me semble très important de ce que vous avez dit, c'est la question de la temporalité. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout de savoir que quelque chose va arriver, mais c'est aussi quand. Et souvent, on anticipe qu'il va y avoir, tel type d'attaque terroriste ou qu'il va y avoir tel type de soulèvement dans tel pays, etc. Mais ce qui est très difficile, c'est de dire quand. Et parfois, la surprise, elle n'est pas tant dans ce qui arrive, mais dans le moment où il arrive. Soit parce qu'on l'avait prédit trop tôt, et que comme il n'est pas arrivé, tout le monde se dit mais n'importe quoi, et voilà. Et du coup, on n'est pas prêt quand vraiment ça arrive. Soit parce qu'on l'a prédit trop tard, et qu'on avait beau avoir préparé, du coup, rien n'est là. Donc, c'est extrêmement difficile de capter la temporalité. Et la deuxième chose qui est difficile à capter, c'est l'usage social de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prédire à quel moment telle technologie émerge, et c'est souvent assez juste. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de cette technologie? C'est très faux. Voilà. Par exemple, savoir qu'on pourrait transmettre des photos en ligne, c'était prévisible. Savoir que ça pourrait donner Facebook et une sorte de carnet de photos, d'images où les gens raconteraient leur vie, etc. Personne n'avait imaginé ça. Donc, ce que je trouve, il faut être très humble quand on fait ce métier-là, sur les anticipations de temporalité et d'usage social des changements. Et peut-être pour faire le lien avec les discussions sur le numérique, est-ce que pour vous, il y a un véritable risque d'épuisement des métaux rares,
des terres rares, etc., qui pourraient impacter directement l'activité numérique dans un horizon bientôt? Est-ce que c'est Oui, réaliste? oui, c'est pour ça qu'il y a plein de démarches en ce moment de prospective là-dessus et aussi sur la soutenabilité du numérique. Soutenabilité au sens justement recyclage des terres rares, soutenabilité en temps de gestion d'énergie. Un data center, ça consomme, donc qu'est-ce qu'on en fait? Également, pas que pas que faire son ménage de printemps dans son appartement, mais également dans sa boîte mail, dans ses fichiers, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on stocke, ça a une empreinte environnementale. Donc, en ce moment, on a un tournant, parce que les gens imaginaient que comme c'est numérique, ça n'a pas d'empreinte écologique. Ah, j'ai sauvé du papier, j'ai tout fait par mail. Oui, mais non, en fait. Donc, il y a aussi une éducation à faire sur l'empreinte de l'immatériel. Même si ça vous paraît immatériel, il y a une empreinte. Voilà, et donc on le voit arriver à grands pas, je confirme. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi, William. 3 petites questions pour finir. On va essayer d'aller vite. Je vais les poser. Une question de Claire. Question-réponse comme ça, tac au tac. Donne-nous un exemple d'un travail de prospective qui a fait changer un élément de la stratégie d'AXA. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur l'avenir du travail et qu'est-ce que ça voudrait dire travailler demain. C'était il y a longtemps. Et on s'est rendu compte que les travailleurs demain, ils n'étaient pas tous salariés et que du coup, il y avait des vides et des travailleurs qui ne seraient pas couverts complètement en termes de protection sociale. Et c'est comme ça qu'on a lancé des produits d'assurance pour que même un chauffeur Uber puisse avoir une couverture sociale. On s'est aussi rendu compte que l'avenir du travail, ce n'était pas que du travail en physique, mais que les gens travailleraient en ligne. Et donc, on a travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire l'avenir du travail pour nos employés en interne. Et donc, on a mis en place des tas de plateformes de e-learning, de télétravail, etc. Et je me dis que c'est bien qu'on ait fait ça parce que moi, j'étais déjà à 2 jours de télétravail par semaine avant même qu'il y ait le Covid. Donc, dans ma boîte, ça a été très facile, le Covid et le confinement, puisqu'on avait tous l'équipement, l'habitude, etc. Et autour de moi, j'ai vu d'autres entreprises, ils n'avaient jamais télétravaillé. Nous, ça a finalement pivoté très très vite et pas partout. Donc voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais on va dire que voilà. On n'a plus le temps malheureusement, Cécile. Je voudrais te poser encore 2 questions plus réjouissantes pour finir sur une dose un peu plus positive. C'est vrai que quand on travaille sur les risques et les menaces et la prospective, aujourd'hui, en ce moment, c'est vrai que parfois on a toujours entré dans un scénario un peu noir. Quels sont tes futurs désirables? Qu'est-ce que tu imagines de positif? Là où tu voudrais, ce que tu voudrais faire émerger? Eh bien, j'espère. Moi, je suis je suis une Européenne convaincue. Donc, j'aimerais une Europe forte qui défend ses valeurs sur le climat, sur la biodiversité, sur l'environnement, sur les données, et voilà. Donc, pour moi, un futur désirable, c'est ça, si je devais faire une réponse courte. Et je me sens européenne et j'espère vraiment que cet idéal et ces valeurs vont pouvoir. Elles sont empreintes d'histoire, elles sont empreintes de culture, elles sont empreintes d'art. Et voilà, j'ai envie de croire à ça. Peut-être aussi à ça qu'aura servi le Covid, à essayer de solidifier peut-être, pourquoi pas, l'Europe. Et on va finir justement, tu parlais d'art à l'instant, on va finir par une touche artistique. On t'a demandé de choisir une œuvre d'art. On va la voir apparaître. Alors j'ai choisi un film. Oui. C'est un documentaire qui s'appelle Le brouillard de la guerre, The Fog of War. Et en fait, c'est une interview de Robert McNamara, qui a été donc ministre de la Défense des États-Unis pendant la guerre des missiles de Cuba, la guerre du Vietnam, etc. Il a 96 ans quand il répond aux questions et il raconte en 11 leçons qu'est-ce qu'il a appris de sa vie. Et ce qui est très passionnant, c'est que c'est un grand leader, mais qu'il a plein de zones d'ombre. Et le film montre vraiment toutes les zones du personnage. Et ce qui est passionnant aussi, c'est les leçons qu'il donne. Et j'en cite juste une, mais vraiment allez voir le film. Une de ces leçons, c'est que la rationalité ne nous sauvera pas. Et c'est voilà, je vous laisse aller voir pour les 10 autres. Mais vraiment, c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, que j'utilise aussi quand j'enseigne et qui m'a beaucoup apporté dans mes réflexions sur la prospective, sur la sécurité, sur comment les risques sont construits, sur les menaces, voilà. Eh bien, merci infiniment, Cécile, pour cette heure que tu as passée avec nous. Il est exactement 19h. On va rendre l'antenne pour passer en intelligence collective. Laura va vous partager le lien pour aller maintenant s'amuser à imaginer le futur des médias en 2050. Je retiens évidemment de ton intervention aussi la dimension sensible, la part de l'imaginaire, la part de l'intuition, pour essayer d'imaginer quelque chose qui ne soit pas fondé sur nos expériences du passé.
Donc, merci infiniment. J'espère qu'on pourra te retrouver à 19h40 pour notre débrief. Si tu es là, c'est absolument génial. Je vais tenter de me reconnecter à 19h40. Je serai curieuse de voir ça. Et nous, on merci à tout le monde. Merci beaucoup. Sur l'autre Zoom. Merci à tous et merci vivement à toi pour ta participation passionnante. Bonne soirée. Au revoir.